Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Environ 15 000 migrants, dont des Haïtiens en majorité, sont bloqués à la frontière mexicano-américaine sous un pont au Texas. Les images de la chasse aux migrants ont fait le tour du monde. Plus de 700 voyageurs clandestins haïtiens ont été déportés en Haïti par les autorités américaines qui multiplient les expulsions ces derniers jours. Des écoliers haïtiens ont repris le chemin de l'école ce mardi, une rentrée scolaire timide qui est effective dans les zones qui n'ont pas été touchées par le séisme. Au cours des dernières années, les Haïtiens ne cessent de frapper aux portes de l'immigration américaine par la frontière mexicaine. Les migrants haïtiens ont affronté les pires dangers pendant plus de 3 mois dans les forêts de l'Amérique du Sud pour parvenir à la frontière du Mexique. Les réfugiés espèrent une attitude plus clémente des autorités américaines sous l'administration de Joseph Biden. Mais les promesses du démocrate ne sont pas concrétisées. Les migrants seront déportés vers leur pays d'origine, avertit le gouvernement américain. Les migrants haïtiens ont traversé 10 pays pour parvenir à la frontière du Mexique. L'un d'entre eux explique que la forêt colombienne a été l'étape la plus difficile de ce qu'il faut comparer à un parcours du combattant. De nombreux migrants y ont laissé leur vie, hélas. Les migrants haïtiens au Chili et au Brésil sont attirés par l'American Dream, le rêve américain. Ils ont fait le pari, mais butent sur une politique migratoire américaine imperméable, qu'il s'agisse de démocrates ou de républicains. Le pénible périple latino-américain des migrants haïtiens coûte en moyenne $4 000 américains. Il faut en plus ajouter des chocs émotionnels irréparables pour les plus chanceux. Plus d'une centaine de migrants haïtiens expulsés des États-Unis sont arrivés ce mardi au pays à bord de 2 vols spéciaux, ce qui porte à plus de 700 le nombre de voyageurs illégaux déportés par les autorités américaines. Majoritairement jeunes, ces citoyens haïtiens ont exprimé leur colère en lançant des chaussures sur les avions qui ont assuré le trajet. Des journalistes étrangers ont été agressés physiquement par les déportés. Des organisations nationales et internationales étaient présentes afin d'accueillir ces sans-papiers. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Ils sont plus d'une centaine sous les tentes sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. En plus des 560 qui sont arrivés au cours du week-end, les États-Unis continuent de rapatrier de force des citoyens haïtiens dans des conditions préoccupantes. Ils sont majoritairement jeunes, portant des t-shirts en blanc, un sachet plastique contenant quelques affaires personnelles et nombreux sont ceux qui accusent le gouvernement haïtien d'être responsable de leur sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça l'a boumé? Pourquoi ça l'a boumé? Pourquoi ça l'a boumé? D'après fatigué, nous n'avons pas fait. Nous avons levé un petit sur nous passer. Nèg yo foutu les débats, ça au bout de 7 heures connaît. Il y a qui va foutre merde pour nous manger. Comment personne n'a le pouvoir bloquer comment nous allons expliquez-moi. Sous les tentes, des professionnels de santé sont remarqués. Ils sont là pour tester les migrants. Munis de mégaphones, ils tentent de les sensibiliser sur l'importance du test du coronavirus. Hommes ou femmes, ils sont tous très remontés contre les autorités américaines. Certains ont lancé des projectiles divers sur les avions qui les transportaient après avoir débarqué. Ils dénoncent les mauvais traitements dont ils ont été victimes.
Yo papa nous manger, c'est Mexique nous traverser, nous devons manger pour nous manger. Là nous en bas pour. Pendant nous traverser pour yo la guette l'eau. Prends ici l'eau avec Haïti. Fait 3 jours en bas pour, sous 3 jours on vient prendre. Là on vient prendre sous 3 jours, il y a une prison avec nous. Nous fait 4 jours dans la prison. Nous j'étais tout 30 moun, ça petit pantalon ça avec si jacket ça seulement prêté. Nous sommes bossés. Yo papa nous compter pour nous payer. Si nous t'avons besoin de pas boire là. Qui 4 jours ça faut rire. Nous ni mais nous ni bien nous. Il y a aussi des enfants. Ils sont d'ailleurs nombreux et pour la plupart âgés de 3 à 7 ans. Beaucoup disent avoir perdu leur pièce d'identité au cours du voyage. Un homme affirme avoir perdu la trace de son épouse depuis l'embarquement. Revenu en Haïti, il est à sa recherche. De nouveaux vols ayant à bord des Haïtiens en provenance des États-Unis d'Amérique sont arrivés ce mardi. Choqués et angoissés, des migrants haïtiens n'ont pas caché leur frustration en ce qui concerne leur péripéties. Humiliés, maltraités et même brutalisés par des autorités étrangères, certains d'entre eux ont proféré des menaces à l'intention des journalistes étrangers qui étaient présents sur le tarmac. Notons que, selon les constats, plusieurs migrants haïtiens sont arrivés avec des menottes. Elissidioe Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le pasteur Jean-Jacob Jeudi confirme la présence de plusieurs milliers d'Haïtiens à la frontière entre le Mexique et les États-Unis dans la zone du pont international qui relie Acuna à Del Rio. Invité à la rubrique Le Point ce matin, le pasteur Jeudi, qui est impliqué dans l'accueil des migrants haïtiens au Texas, a précisé que 8 à 9 000 illégaux, principalement des Haïtiens, sont massés sous le pont en attendant un éventuel passage sur la rive américaine. C'est pour route haïtien qu'on fait. OK? Route haïtien qu'on fait, c'est tout pays me saute par là, qu'on a bon côté les Tijuana dans le Mexique qui bat au point pour rentrer au côté les San Diego dans Californie. C'est côté ça yo haïtien qu'on fait plus. Et route ça qu'on fait. Qu'on y a yo fermé Tijuana, yo fermé San Diego. Haïtien pas qu'à rentrer par moyen ça. Qu'on y a ces frontières Texas qui ouvert. C'est ça que fait qu'on y a venu haïtien côté bourré. Et puis tout phénomène ça nous tout le monde entier à vivre qu'à passer devant Dieu. Mais son bagage qui commençait depuis longtemps, essentiellement depuis 2016-2017. Mais Trump était président dans l'époque ça, monsieur en 2020, 2018-2019, monsieur voyant pile haïtien tourner en Haïti qui t'a battu pour rentrer aux États-Unis par moyen de Californie. Kounia haïtien continue à rentrer malgré ça. Et 2020, en mars 2020, avec question COVID corona, Kounia, monsieur était déjà pas vrai haïtien yo. Monsieur venu avec un bagage yo en anglais Title 42 qui veut dire dès qu'à traduire une mesure pour expulser haïtiens yo immédiatement les rentrer ou bien l'autre migrant immédiatement rentrer sous frontière Mexique là pour battre rentrer aux États-Unis sous prétexte de maladie corona. Les Biden vini en janvier année ça, il plus ou moins amélioré bayol qui était monde qui célibataire rentrer même les gagnants by Title 42. Ouais, c'est à cause de ça moi-même côté mieux là dans ville ça, moi recevoir 1100 haïtiens dans petite ville ça et m'aider yo les finir rentrer aux États-Unis. Dans la ville côté Mia, m'aider à aller dans plusieurs autres points aux États-Unis côté de famille. Donc pour répondre à la question, c'est pas une balle qui Est-ce que c'est facile pour vous même? C'est une aventure que Haïtiens a fait depuis l'année 70 ils viennent accélérer en 2010 après le tremblement de terre là et Kounia nous a vivre nos mêmes opinions, on a
ouais, ça haïtien qu'on a subi. Lancement officiel de la rentrée scolaire ce mardi 21 septembre pour les écoles non affectées par le séisme. La cérémonie s'est déroulée à l'École nationale argentine Bellegarde, à la ruelle Vaillant, en présence du Premier ministre Ariel Henry, de la ministre de l'Éducation nationale Marie-Lucie Joseph et de plusieurs autres membres du cabinet ministériel. À la fin de son intervention de circonstance, la titulaire du ministère a eu un malaise. Elle a dû être évacuée. C'est avec une grande émotion que je préside cette cérémonie de lancement de l'année scolaire 2021-2022. Cette année scolaire est particulière à plus d'un titre, puisqu'aujourd'hui, seuls les élèves de 7 des 10 départements géographiques du pays sont concernés par cette rentrée scolaire du 21 septembre 2021. Car dans 3 départements du Grand Sud, du moins frappés par le séisme du 14 août dernier, les élèves ne peuvent pas encore reprendre le chemin de l'école et la rentrée pour eux étant différée au 4 octobre prochain. Cette année est particulière. Elle l'est ensuite par la persistance de la pandémie du Covid-19 qui ravage encore le monde, tant dans sa forme originelle que dans ses variants. Et ici, je voudrais m'arrêter d'appeler nous. Prends vaccin contre Covid là. Prends vaccin contre Covid là. Tous ces facteurs nous invitent chaque jour à la vigilance et à l'observance des mesures barrières, étant il est important, voire capital, qu'il faut saisir les opportunités de vaccination. Cette année est aussi particulière par la situation sociopolitique et économique difficile que traverse le pays. À cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé et combien mérité aux parents d'élèves de nos 7 départements géographiques concernés par la rentrée d'aujourd'hui, lesquels ont consenti l'effort nécessaire dans ce environnement difficile pour répondre à ce rendez-vous éducatif. Les tout ton peuple mettez l'espoir sous l'école pour changer la vie. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde fasse effort pour l'école marcher plus bien. C'est peut-être ça, je dis, m'a demandé tout personnel qui travaille dans le secteur éducation pour faire effort pour l'école marcher plus bien. Il faut que tout le monde prenne responsabilité. Je lance aujourd'hui un vibrant appel aux directeurs et aux professeurs. Aucun sacrifice n'est trop grand dès qu'il s'agit de meubler l'esprit de nos enfants. Je sais que la tâche est difficile, très difficile, voire ardue. Tout en tenant compte des aléas, je demeure convaincu que vous êtes prêts à faire l'impossible pour boucler le programme établi par le ministère. C'est un atout pour tous nos élèves, pour qu'ils aient plus de marge en vue de réussir les examens. Accéder à la propriété constitue pour l'écrasante majorité des gens l'investissement le plus important qu'ils feront de toute leur vie. Nous allons essayer aujourd'hui de voir en quoi il est important de se constituer un patrimoine et surtout, nous allons essayer de voir quelle différence fondamentale il y a entre faire cet exercice aux États-Unis, en Europe ou ailleurs et le faire en Haïti. Pour cela, j'ai avec moi ce soir notre ami William Savary, économiste et aussi fondateur et président du Haiti Stock Exchange. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde, bonsoir Métropole. Bon, William,
se constituer un patrimoine immobilier. C'est le rêve de presque tous les hommes, être propriétaire d'un foyer, d'un chez-soi, qui vous appellera chez maître, chez maîtresse. Qu'est-ce qui caractérise un investissement dans l'immobilier aux États-Unis, par exemple, que vous connaissez bien? Bon, aux États-Unis, il y a d'abord c'est la procédure de devenir propriétaire aux États-Unis. Parce que le rêve américain, c'est d'avoir un poulet et une maison, des poulets sous chaque toit et chaque personne propriétaire d'une maison. C'était le rêve de Delano Roosevelt. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des développements qui ont eu lieu et ils ont développé des villes pour abriter les soldats qui revenaient de la guerre. Et ainsi leur faire partie de ce qu'on appelait à l'époque et jusqu'à présent, the American Dream, le rêve américain, qui fut d'être propriétaire, d'avoir une maison entourée de des fences, de ces clôtures. Des clôtures, et avoir une voiture et 2 chiens et une femme et 2 enfants. C'est ça le rêve américain. Donc maintenant, pour le faire, les Américains ont mis en place des structures administratives, des institutions qui facilitent, qui ont facilité l'accès à l'immobilier et qui ont facilité l'acquisition de l'immobilier et qui ont facilité l'émission des hypothèques aux nouveaux arrivés. Et c'est l'une de ces institutions est en fait et qui existe encore, c'est de General National Mortgage Association, qui est dans le business de racheter les hypothèques qui sont émises par les banques pour permettre à ce que les hypothèques soient sécurisées et revendues au grand public. Donc ça, c'est une façon pour eux de s'assurer qu'il y a toujours de la liquidité dans le système des hypothèques et permettre à ce que les banques, au lieu d'avoir les hypothèques dans leurs livres, mais plutôt faire la circulation du capital et pouvoir rentrer les fonds et réémettre d'autres hypothèques. Bon, alors disons quand même en 2 mots, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, que le principe de l'hypothèque, c'est que si vous n'avez pas l'argent en cash pour faire l'acquisition de la propriété en question, vous allez voir une banque, de préférence une banque immobilière. Cette banque, une fois qu'elle a pris ses précautions, en sachant que vous avez la capacité de rembourser, que vous vous entendez sur les taux d'intérêt, etc., et la durée du prêt, à ce moment-là, la banque vous avance l'argent, ce qui permet aux propriétaires de rentrer immédiatement en possession de cet argent. Bon, il faut dire c'est en contrepartie et des dépôts. En contrepartie, la banque prendra une hypothèque sur la propriété, car c'est dans 99 cas sur 100, c'est la propriété en question qui sert de collatéral et de garantie pour la banque. Il y a 2 choses. Premièrement, il faut avancer un dépôt. Parce qu'aujourd'hui, le dépôt américain pour se procurer d'une maison, c'est de 20% du prix d'achat. En Haïti, la législation permet 20%, c'est-à-dire que la banque vous prête au maximum 80% de la valeur. Vous devez avoir un apport personnel de 20%. Dans la réalité, la banque vous donne 70% et vous êtes obligé d'apporter 30%. Bon, maintenant, ça rentre dans le cadre de la structure des évaluateurs. Comment les propriétés sont évaluées. Parce que là, si les propriétés la banque vous donne 70%, ça veut dire que la valeur de la propriété a subi un escompte. C'est pas exactement ça le principe. C'est pas exactement ça le principe. D'après les banquiers, s'ils vous avancent 100%, vous n'aurez pas intérêt à rembourser. Vous n'aurez pas intérêt à rembourser, vous laisserez filer pendant quelque temps jusqu'à ce que la banque réalise l'hypothèque, c'est-à-dire qu'elle devient propriétaire du bien et que donc vous le perdez. Donc cet effort qu'on demande à celui qui prend l'hypothèque et qui emprunte de l'argent à la banque, cet effort, à hauteur de 30%, est une indication pour la banque du sérieux de l'emprunteur. Donc, ce qui dit, donc la législation haïtienne demande 30%, c'est ça.
Okay. Elle a le droit de demander 20, mais dans la réalité des faits, elle demande 30%. Maintenant, il faut élucider un point sur le niveau de l'hypothèque. Parce qu'aux États-Unis, récemment, nous avons eu ce qu'on appelle des mortgage saving and loan crisis. C'était une crise qui avait été provoquée par le fait qu'il y a eu des hypothèques qui avaient été émises, mais en dessous de la moyenne. C'était les fameuses subprimes des années 2008. Donc, il y a des propriétés, il y a des gens qui avaient acheté des propriétés, il y a ce qu'on appelle les hypothèques no income check, où les gens ne vérifiaient pas les revenus des applicants. Ça a été ça le plus gros problème. Le plus grand problème, absolument. Les banques n'ont pas vérifié la capacité de l'emprunteur à rembourser. Absolument. Donc ceci nous a donné le subprime. Absolument, absolument. Et ça, les banques ont été très fautives là-dessus. Et bon, enfin, ça c'est un autre débat. Absolument. C'est un autre débat maintenant. Et aux États-Unis, bon, comme dans les pays organisés, tout cela est fait avec sérieux. Et l'investissement dans l'immobilier, vous m'indiquiez un chiffre là tout à l'heure qui est intéressant. Il y a une étude qui a été faite et qui indique... Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Il faut dire que le marché de l'immobilier, aux États-Unis, l'immobilier fait partie de ce qu'on appelle les leading economic indicators, c'est-à-dire les investissements dans l'immobilier, la construction, indiquent déjà la direction de la croissance du produit intérieur brut de l'Amérique. C'est l'illustration de ce qu'on dit en France, quand l'immobilier va, tout va. Maintenant, et en vertu de cette importance qui est attribuée à l'immobilier, il y a des recherches constantes qui se font dans l'immobilier. Donc, une des recherches qui a été menée il n'y a pas longtemps, et qui s'actualise régulièrement, c'est le taux de rendement sur un investissement dans l'immobilier. Et ce chiffre, aux États-Unis, la moyenne, c'est de 10%. Maintenant, ce qui est intéressant, une moyenne de 10%, il faut dire que selon cette moyenne et le principe de 72, ça veut dire chaque 7 ans, les valeurs des propriétés se multiplient par 100%. Chaque 7 ans. Ça double. Donc, voilà. C'est vraiment... Et ceci a été fait, c'était vraiment dans l'optique de comparer un investissement dans l'immobilier, un investissement à la bourse, un investissement dans les obligations, un investissement dans les bons du Trésor. Donc, c'était vraiment une illustration pour porter à l'attention des gens qu'une des façons de construire un patrimoine, l'immobilier devait être presque prioritaire. Presque prioritaire. En plus de vous fournir un endroit où habiter et élever votre famille, et aussi ça apprécie avec le temps. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs la grande caractéristique de l'investissement dans l'immobilier, c'est que c'est probablement le seul investissement au monde où le capital s'apprécie sans qu'on ait besoin de l'alimenter. Bon, oui, le capital s'apprécie en fonction de trois choses qu'on peut dire. Bon, entre autres, 3 choses qu'on peut signaler tout de suite. Il y a d'abord le taux d'intérêt. Lorsque le taux d'intérêt est à la baisse, si par exemple les taux d'intérêt sont à 15% et que il y a une valeur appropriée pour les maisons qui correspondent à un marché où les taux d'intérêt sur les taux hypothécaires sont à 15%. Mais une fois que les taux d'intérêt commencent à chuter et arrivent à 5%, la valeur des propriétés augmente. Donc, c'est le mécanisme du taux d'intérêt. Ensuite, il y a le mécanisme de l'inflation. C'est ce qui est normal. Personne ne peut empêcher à l'inflation d'affecter la valeur des propriétés. Donc, ça, on a besoin de rien faire du tout. Voilà. Okay? Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la question du marché. Et la croissance démographique. Bien sûr. Et maintenant, tout ceci, on peut additionner, c'est l'économie. L'économie, en fait, les prix des actifs comme l'immobilier évoluent en fonction de la croissance du produit intérieur brut. Donc, plus la croissance du taux intérieur brut est stable et plus ça allait en augmentation, en augmentant, merci, plus les valeurs stables apprécient en valeur. Donc, tout ceci combiné vous donne ce qu'on appelle le perfect storm pour que la valeur de la propriété, encore, il revient ce qu'on dit toujours, location. Location. Il faut le dire en anglais parce qu'en français, ça ne veut pas dire la même chose. C'est localisation. C'est où se trouve la propriété. Exactement.
Exactement, bien sûr. Bon, il y a une chose aussi, je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là, mais je crois que à cause de la mobilité des Américains, les Américains sont des gens qui très facilement vont du Texas au Delaware, de Delaware en Californie, donc ce sont des gens qui bougent et qui ne voient pas toujours la nécessité de s'ancrer en immobilier. Juste en passant, il y a un domaine linguistique ou sémantique dans lequel le français est plus précis que l'anglais. L'anglais appelle ça real estate, le français appelle ça immobilier. Du point de vue de l'économiste, immobilier veut plus dire que real estate. On est ancré. On immobilise son capital. Absolument. Voilà, bon. Et maintenant, lorsque le capital est immobilisé, il faut effectivement, pour que le capital s'apprécie, il faut des politiques monétaires, il faut des politiques fiscales qui permettent à ce que le capital qui a été immobilisé puisse apprécier en valeur. Exactement. Ce qui est une chose, par exemple, chez nous en Haïti, à la Banque centrale, par exemple, il n'y a pas une politique, au niveau du gouvernement, il n'y a pas une politique du logement. Il n'y a pas une politique de l'immobilier. Et donc, ce qui fait que la Banque centrale en général, qui est comme un bureau de change, qui permet à ce que les gens, les transactions d'opérations de change se fassent avec beaucoup plus de fluidité. Donc, il n'y a pas une politique qui permettrait à ce que l'acquisition des propriétés soit faite de façon répandue, parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. D'abord. Et pour adresser ceci, il faut une politique publique pour le faire. Bien entendu. Bon, mais là, nous rentrons déjà dans la deuxième partie de ce thème que nous avons abordé aujourd'hui. Je voulais juste terminer, quand je parlais tout à l'heure de la mobilité de la population américaine, c'était pour faire remarquer que quelqu'un peut très bien vouloir se constituer un patrimoine en investissant dans l'achat d'une maison où ils vont passer leur vie, élever leurs enfants, etc., mais ça peut aussi être un investissement rentable. Bon, j'achète pour louer, ou j'achète pour revendre. J'améliore un petit peu, je revends au double, etc. Donc il y a d'une part, il y a la spéculation qui se fait sur l'immobilier, où les gens achètent pour revendre. Bien sûr. Il y a l'investissement à long terme qui se fait dans l'immobilier. Mais il faut dire que les gens en général qui achètent, beaucoup de gens achètent, c'est pour se constituer un patrimoine. Et le patrimoine, c'est avoir quelque chose, des actifs qu'on peut passer aux enfants. Aux enfants, et bien installés, bien enfoncés. Et il y a d'autres. Aujourd'hui aux États-Unis, en fait, je souhaite que ce soit la même chose. Il y a les gens qui avaient acheté leur maison dans les années 80, 70, etc., que la valeur des maisons a beaucoup grimpé récemment. Et beaucoup de ces gens-là sont à la retraite. Donc, il y a un mouvement qui se fait où les gens vendent les propriétés, s'en servent du capital qu'ils reçoivent, et vivre ils font comme un annuity. Une annuity, c'est vraiment placer l'argent et vivre de cet argent. Et vivre des intérêts de cet argent. Donc, ça ressemble à la constitution. C'est ça vraiment la fonction de la constitution du patrimoine. Maintenant, alors, selon la documentation, ils peuvent structurer ces investissements et de façon à ce qu'à leur mort, leur enfant hérite de ce capital. Voilà. C'est bien. Bon, ben là, nous avons vu ce qu'est l'immobilier dans les grandes lignes, dans les pays organisés. Et la prochaine fois, nous verrons ce que représente l'immobilier dans un pays comme Haïti. Et c'est là qu'on verra, et c'est là qu'on verra que les choses sont très, 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 très différentes. Très bien. Très bien. Eh bien, merci William. Merci pour ce premier pas dans le monde de l'immobilier. La prochaine fois, donc en principe vendredi prochain, nous aborderons la deuxième partie et on essaiera de voir ce qui caractérise l'investissement dans l'immobilier dans un pays comme Haïti. À très bientôt. Voilà, la boucle est bouclée. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine.
même heure, même chaîne.